1994. Le monde retient son souffle. L'Afrique du Sud, 40 millions d'habitants, est au bord du gouffre. La haine, la ségrégation, le chaos. Les experts prédisent une guerre civile inévitable, un effondrement économique certain. Le verdict est prononcé, ce pays ne survivra pas. Et pourtant, au lieu de sombrer, l'impensable s'est produit. L'Afrique du Sud n'a pas seulement survécu, elle est devenue le laboratoire mondial de la résilience. En seulement 3 décennies, elle a sauvé des millions de vies, transformé ses plus grandes blessures en innovation technologique et créé une nouvelle classe de leaders audacieux. La question n'est pas comment ont-ils survécu, mais comment ce pays condamné a-t-il réussi à gagner 3 révolutions impossibles? Aujourd'hui, Globe Explorateur vous révèle le secret de cette métamorphose. Nous allons plonger dans le premier miracle, l'économie comme acte de réconciliation. Quand le rideau de l'apartheid est tombé, tout semblait perdu. Quand le rideau de l'apartheid tombe en 1994, la nouvelle Afrique du Sud hérite d'une situation économique explosive. Les chiffres sont terrifiants, 96% des terres agricoles sont détenues par la minorité blanche. Dans le secteur minier, pilier historique de la richesse nationale, le contrôle est quasi totalement entre les mains de quelques conglomérats blancs. Les experts internationaux ne voient qu'une seule issue, une guerre civile économique et l'effondrement total de la monnaie, le rand. La fuite des capitaux est massive, les entreprises étrangères plient leurs bagages, pariant sur le chaos. Pourtant, au lieu de brandir le bâton de la nationalisation ou d'opter pour une vengeance économique, le nouveau gouvernement d'union nationale pose un acte d'une intelligence stratégique inouïe. Réconcilier l'économie avant même de penser toutes les plaies politiques. Ce fut l'acte fondateur de ce que l'on a appelé le capitalisme inclusif, matérialisé par le Black Economic Empowerment, BEE. Le BEE, ce n'est pas de la simple discrimination positive. C'est un moteur de transformation sociétale par le marché. Loin d'être un simple programme social, le BEE a été conçu comme une série de codes obligatoires pour les grandes entreprises pour obtenir des marchés publics. Ces codes couvrent 7 domaines clés, allant bien au-delà de la simple propriété. Il faut désormais un score sur l'équité en matière d'emploi, le développement des compétences, l'approvisionnement préférentiel auprès de PME des Noirs et le développement socio-économique des communautés. L'effet est double et spectaculaire, bien que non sans controverse. Création d'une nouvelle élite noire entrepreneuriale, en moins de 2 décennies, ce programme a catalysé l'émergence d'une nouvelle classe de « Black Business ». L'histoire de Patrice Motsepe en est l'illustration parfaite. En 1994, il était un avocat. Il utilise la législation du BEE pour acheter des parts dans l'industrie minière. Sa fortune ne s'est pas construite sur la spoliation, mais sur un modèle d'affaires où le succès économique est directement lié à l'investissement communautaire. Son entreprise, African Rainbow Mineral, est devenue un géant mondial, reversant une partie significative de ses bénéfices dans des projets sociaux, démontrant que la rentabilité et l'équité pouvaient cohabiter. Transformation des structures profondes. L'obligation d'inclure des actionnaires et des gestionnaires noirs n'a pas seulement déplacé la richesse, elle a forcé une transmission de savoir et de compétences au sein de l'entreprise. En moins de 30 ans, des secteurs historiquement blancs comme la finance et l'exploitation minière ont vu leur direction se diversifier, un phénomène impensable avant 1994. Pour le secteur minier, par exemple, les « mining charters » ont obligé les compagnies à atteindre des objectifs chiffrés pour la promotion des talents locaux. Le taux de participation des Noirs à la direction des mines est passé de quasi nul à près de 35% dans certaines catégories. Si le BEE est critiqué pour avoir aussi favorisé l'enrichissement d'une petite minorité, le phénomène du Black Elite, sa réussite fondamentale est d'avoir maintenu la stabilité économique du pays et d'avoir prouvé qu'un marché peut être un levier puissant pour la justice sociale, à condition d'être encadré par des règles audacieuses. Ce fut le premier défi remporté, transformer la division raciale en levier de croissance économique. Mais une crise bien plus existentielle attendait le pays. Au tournant des années 2000, l'Afrique du Sud se retrouve au centre de la crise humanitaire la plus dévastatrice de son histoire post-apartheid. Le virus du sida, VIH, fait rage. Les statistiques sont vertigineuses et brisent l'espoir de la nation arc-en-ciel. Plus de 6 millions de Sud-Africains sont infectés, le taux de prévalence est l'un des plus élevés au monde. Les hôpitaux ne sont plus que des mouroirs, et l'espérance de vie chute dramatiquement, anéantissant une génération entière. Le salut existe, les traitements antirétroviraux, ARV, mais ils sont inaccessibles. Les laboratoires pharmaceutiques occidentaux, détenteurs des brevets, maintiennent le prix du traitement annuel à près de 10 000 $ par patient. Pour un pays en développement, c'est une condamnation à mort pour des millions de personnes. Le gouvernement de l'époque, sous la présidence de Thabo Mbeki, adopte une position controversée,
remettant en question le lien entre le VIH et le sida, retardant l'intervention massive. Face à cette passivité politique et à l'indifférence mondiale, un groupe de médecins, d'activistes et d'organisations non gouvernementales, comme MSF, décide de prendre les choses en main. Parmi eux, des figures héroïques se dressent. Le docteur Farid Abdullah, directeur du programme VIH dans la province du Western Cape, refuse d'accepter cette fatalité. L'idée est simple, mais radicale. Produire localement des génériques et enfreindre les brevets internationaux au nom de la santé publique. C'est un acte de désobéissance civile médicale à l'échelle d'un État. Le conflit se déplace du terrain de la maladie à celui de la justice internationale. Les 39 plus grandes firmes pharmaceutiques mondiales attaquent l'Afrique du Sud en justice en 2001, craignant un précédent qui ébranlerait l'ensemble de leur modèle économique. C'est à ce moment précis qu'entre en scène le plus grand symbole moral du pays, Nelson Mandela. Mandela, retiré de la politique active, sort de son silence pour s'aligner publiquement et émotionnellement sur les activistes et les médecins. Son intervention, à travers un appel retentissant à la communauté internationale, fait basculer l'opinion mondiale. Face à l'indignation planétaire soulevée par l'image d'un pays qui ne pouvait pas soigner ses propres citoyens, les laboratoires capitulent et retirent leurs plaintes. Le verdict est historique. L'Afrique du Sud obtient le droit de produire ou d'importer des génériques moins chers. Le prix du traitement chute brutalement, passant de 10 000 $ à moins de 100 $ par an. Les conséquences sont une transformation majeure. Une victoire médicale de 4 millions de vies. Grâce à cette victoire judiciaire et à la mise en place d'un programme de traitement de masse, l'Afrique du Sud est devenue le pays avec le plus grand programme antirétroviral au monde. Plus de 4 millions de vies ont été sauvées et l'espérance de vie est remontée en flèche. Leader pharmaceutique africain, le pays a développé une expertise unique et est devenu le plus grand producteur et exportateur d'antirétroviraux sur le continent. Cette résilience a servi de modèle pour les réponses locales face à la pandémie de Covid-19 2 décennies plus tard, prouvant la capacité africaine à se prendre en charge. Ce fut le deuxième impossible vaincu, utiliser le droit et la morale pour transformer la tragédie en puissance industrielle et sanitaire. Mais un autre combat attend le pays, celui de son propre métabolisme énergétique. L'Afrique du Sud, c'est l'histoire du charbon. Pendant près d'un siècle, le pays a bâti sa puissance industrielle sur ses réserves minières, faisant du groupe public Eskom le quasi-monopole de l'électricité, mais aussi l'un des plus grands émetteurs de CO2 au monde. En 2010, le tableau est paradoxal. L'Afrique du Sud est la plus grande économie industrialisée d'Afrique, mais elle fait face à une crise énergétique chronique, le tristement célèbre load shedding, délestage rotatif, et à une pression internationale croissante pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Le pays se trouvait à la croisée des chemins. Soit il s'enfonçait dans son passé carboné, soit il embrassait l'avenir. Le choix fut radical. Le lancement du Renewable Energy Independent Power Producer Programme, REP. Le REP est bien plus qu'une politique énergétique. C'est un mécanisme de transformation sociale et d'attraction des investissements privés. Lancé en 2011, ce programme a créé un cadre d'appel d'offres transparent et compétitif pour inviter le secteur privé à construire des centrales d'énergie renouvelables, solaire, éolien, hydro, et vendre l'électricité à Eskom. Reconnu par la Banque mondiale comme un modèle de bonne pratique, le REP a réussi là où d'autres pays ont échoué. Garantir la confiance des investisseurs grâce à la transparence des contrats à long terme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En quelques années, le programme a attiré des dizaines de milliards de rands d'investissements étrangers et locaux. Il a permis de mettre en service plus de 6400 MW d'énergie propre, transformant radicalement le mix énergétique du pays. Le prix de l'électricité renouvelable a chuté de près de 70% entre les premières et les dernières fenêtres d'appel d'offres, devenant moins cher que le charbon neuf. Mais la véritable innovation est sociale et inclusive, fidèle à l'esprit du BEE. Le REP est conditionné par des exigences de développement socio-économique et d'actionnariat communautaire. Chaque projet éolien ou solaire doit inclure la communauté locale dans le capital. 40% des projets doivent être détenus par des trusts ou des entités des communautés situées dans un rayon de 50 km de la centrale. Investir socialement. Une part des revenus doit être réinvestie dans le développement local, la formation et l'éducation. Plus de 19 milliards de rands, environ 1 milliard d'euros, ont été dédiés à ces initiatives. C'est ainsi qu'à Katu, au cœur du désert du Kalahari, est née une centrale solaire thermodynamique, Concentrated Solar Power. Sa particularité n'est pas seulement de capter l'énergie du soleil, mais de la stocker dans du sel fondu, ce qui lui permet de produire de l'électricité 24 heures sur 24, même la nuit. Ce n'est plus une énergie intermittente. C'est une solution de base load qui peut rivaliser avec les centrales à charbon. Le paradoxe est total.
L'Afrique du Sud utilise ses terres arides pour déployer une technologie de pointe qui attire l'attention des pays développés, comme la Californie ou l'Australie, tout en redonnant le contrôle des infrastructures et des revenus à des communautés autrefois marginalisées. Ce fut le troisième impossible vaincu. Transformer la dépendance au charbon en un leadership régional en énergie renouvelable, tout en utilisant la technologie comme un outil de justice sociale. Alors, prêt à revoir vos préjugés sur l'Afrique du Sud? En 3 décennies, ce pays a redéfini l'impossible. Une économie qui intègre au lieu d'exclure. Une médecine qui sauve des continents entiers. Une énergie qui bâtit le futur sur les ruines du passé. Ce que l'Afrique du Sud nous enseigne, c'est que les plus grandes innovations naissent souvent des plus grandes blessures. Quand tout semble perdu, c'est là que l'ingéniosité humaine se révèle dans toute sa puissance. L'Afrique du Sud n'a pas seulement survécu. Elle a inventé un nouveau modèle de société. Une société où la diversité devient une force. Où les crises deviennent opportunités. Où le futur se construit avec les leçons du passé. Et si ce modèle devenait un jour celui du monde entier? L'histoire de l'Afrique du Sud est un antidote au cynisme. Si ce documentaire a changé votre perspective, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo pour inspirer votre entourage et montrez-leur que l'impossible n'est qu'une question de point de vue. Ce documentaire sur Globe Explorateur montre comment les plus grandes crises mènent aux plus grandes innovations. Et vous, quel autre pays africain pourrait selon vous surprendre le monde de manière aussi spectaculaire dans les années à venir? Laissez votre réponse en commentaire et discutons de l'avenir du continent. L'Afrique du Sud n'est que la première étape de notre exploration des révolutions discrètes. Si vous aimez décortiquer l'histoire, la politique et l'innovation derrière les gros titres, abonnez-vous à Globe Explorateur pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses profondes.